L'objectif de cette vidéo est de savoir interpréter le changement de pente lors d'un titrage conductimétrique, ce qui revient à comprendre les variations de la conductivité dans un milieu. Voici donc le traditionnel montage de titrage avec le conductimètre et sa sonde, le bécher et l'agitateur magnétique, ainsi que la burette. Nous allons dans notre exemple titrer une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium qui contient l'ion Na+, et HO-, que nous allons introduire dans la burette, ainsi qu'une solution d'acide chlorhydrique qui contient les ions H3O+, et Cl-, que nous allons introduire dans le bécher. Lorsque nous allons ouvrir le robinet de la burette pour faire tomber les premiers millilitres de la solution d'hydroxyde de sodium dans le bécher, 4 espèces ioniques vont alors se rencontrer. Seules 2 d'entre elles vont réagir, l'ion oxonium et l'ion hydroxyde. On va alors obtenir la réaction de support de titrage qui est totale, rapide et unique pour être efficace. 2 ions n'interviennent pas dans le bilan de la réaction de titrage. Il s'agit de l'ion sodium et de l'ion chlorure. Observons maintenant l'évolution de la conductivité à chaque ajout de volume de solution titrante. On constate que la valeur de la conductivité diminue, puis, à partir d'un certain volume, cette conductivité augmente. En sélectionnant la tangente simple pour pouvoir poser les 2 portions de droite au plus près de tous les points de chacune des parties, on peut constater que ces 2 droites se croisent en un point, dont l'abscisse nous donne le volume versé à l'équivalence que l'on obtient avec une plus grande précision grâce au réticule. Ce volume versé à l'équivalence a toute son importance pour avoir accès à la concentration des différentes espèces, initialement dans le bécher. Seulement ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution de la conductivité au cours du titrage. La valeur de la conductivité nous donne une idée de la capacité qu'a, ici une solution, à conduire le courant. Pour une température donnée et pour des solutions qui ne sont pas trop concentrées, c'est-à-dire inférieures à 10-1, 10-2 mol par litre, la conductivité dépend de la concentration des ions présents dans le milieu, ainsi que d'une grandeur qui s'appelle la conductivité molaire ionique et qui dépend de la nature de ces ions. On peut ajouter que la conductivité molaire ionique traduit la mobilité des ions dans le milieu, et cette mobilité dépend de leur nature. On comprendra que certains ions ont une plus grande mobilité que d'autres. Dans notre cas, il y a 4 ions présents lors de ce titrage. Nous avons l'ion oxonium, initialement présent dans le bécher, ainsi que l'ion hydroxyde, initialement présent dans la burette, en compagnie de l'ion sodium, initialement présent dans la burette également, et l'ion chlorure, initialement présent dans le bécher, avec l'ion oxonium. On peut constater que l'ion oxonium et l'ion hydroxyde ont des conductivités molaires ioniques très élevées. En revanche, les ions sodium et les ions chlorure ont des conductivités molaires ioniques beaucoup plus faibles. Intéressons-nous maintenant à ce qu'il s'est passé avant l'équivalence, c'est-à-dire sur la première portion de droite décroissante. Avant l'équivalence, voyons les ions responsables de la conductivité. Il y a l'ion H3O+, l'ion Na+, qui tombe dans le milieu à chaque ouverture de la burette, et l'ion Cl-, présent dans le bécher. Que se passe-t-il pour chacun des ions à chaque fois que l'on verse un petit peu de solution titrante dans le bécher? Pour l'ion chlorure Cl-, qui est là depuis le début. Précisons que lors d'un dosage conductimétrique, on va souvent faire une approximation. On va considérer en effet que le volume dans le bécher est quasiment constant tout au long du titrage. Alors comment peut-on faire ça? C'est tout simplement en choisissant un volume dans le bécher, c'est-à-dire de solution titrante suffisamment grande pour que même si on rajoute quelques millilitres et même 25 millilitres de solution titrante, ce volume ajouté
est négligeable devant le volume de départ. Si la quantité de matière de Cl- reste constante au cours du temps et que l'on considère que le volume du système reste constant également, alors on peut considérer que la concentration des ions chlorure est identique. On dit que l'on néglige les effets de dilution. Par conséquent, la conductivité liée à la présence des ions chlorure est constante au cours du temps. Intéressons-nous maintenant aux ions sodium Na+, qui sont introduits au fur et à mesure dans le milieu. À chaque versement, la quantité de matière de Na+ augmente dans le milieu, pour un volume considéré constant. Pour chaque volume de solution titrante versé, la concentration des ions Na+ augmente dans le bécher. Voyons ce qu'il en est pour l'ion oxonium H3O+. À chaque ajout d'ion hydroxyde HO- dans le milieu, ce dernier va venir réagir avec l'ion H3O+, selon la réaction de titrage. Or, avant l'équivalence, l'ion hydroxyde est en défaut. Dès qu'il entre dans le milieu, il est complètement consommé par les ions H3O+. Bien qu'en excès, l'ion H3O+ voit sa concentration diminuer avant l'équivalence, et pour chaque ajout de solution titrante. Pour l'ion hydroxyde, HO-, nous avons vu tout à l'heure qu'il est complètement consommé avant l'équivalence. Nous avons même dit que c'était le réactif en défaut. Par conséquent, pour chaque ajout de solution titrante avant l'équivalence, HO- est complètement consommé, sa concentration est donc quasiment nulle. Si on fait un bilan, on constate que les ions Na+ font augmenter la conductivité du milieu, tandis que les ions H3O+, la font diminuer. Pourtant, on remarque que la conductivité totale diminue fortement. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. À chaque fois qu'un ion H3O+ est consommé, il est remplacé dans le milieu par un ion Na+, dont la conductivité molaire ionique est bien plus petite. Ainsi, même si les ions Na+ contribuent de manière croissante à la conductivité, ils ne parviennent pas à compenser la disparition des ions H3O+, qui sont beaucoup plus mobiles. Même si ce terme augmente, il n'augmente pas de manière suffisamment importante pour compenser la baisse de ce terme-là. Par conséquent, la conductivité avant l'équivalence diminue. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe à l'équivalence. À l'équivalence, on sait que les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Cela signifie que tous les réactifs ont été consommés. On peut donc considérer qu'il n'y a plus d'ion oxonium et plus d'ion hydroxyde dans le milieu. Faisons maintenant un bilan de la concentration de chacun des ions. Les ions chlorure ont une concentration fixe pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ce terme-là est donc constant. Puisqu'à l'équivalence, on a versé un volume donné, la concentration en ion Na+ correspond à une valeur, calculable si on le souhaite, à partir du volume versé à l'équivalence. La concentration de l'ion H3O+ et la concentration des ions hydroxydes sont nulles, pour les raisons qu'on a évoquées également. Ainsi, même si la rencontre des deux réactifs donne de l'eau, on voit que la conductivité n'est pas nulle à cause de la présence des ions spectateurs Na+ et Cl-. Je rappelle que les molécules d'eau ne participent pas à la conductivité de la solution, puisque ce sont des espèces qui ne sont pas chargées. Après l'équivalence, intéressons-nous aux ions présents dans le bécher. Tous les ions oxonium H3O+ ont déjà été consommés. Leur concentration est donc nulle et ils n'apparaissent pas dans l'expression de la loi de Kohlrausch. À chaque ajout de volume de solution titrante, les ions hydroxydes vont s'accumuler dans le milieu, faute de réactifs, et les ions Na+ vont également s'accumuler dans le milieu, puisqu'ils sont spectateurs. En faisant un bilan comme tout à l'heure, la concentration en ion chlorure est toujours la même depuis le début, la concentration de l'ion sodium Na+ augmente,
H3O+ a une concentration évidemment nulle, et la concentration des ions hydroxyde, HO-, augmente également. La conductivité va donc augmenter après l'équivalence. En conclusion, pour ce titrage, la conductivité diminue avant l'équivalence, puis augmente après l'équivalence. Si vous voulez utiliser ce genre de tableau récapitulatif sur une copie, il doit être accompagné de quelques phrases explicatives. On peut utiliser le même type de raisonnement pour d'autres cas de figure. Prenons le cas du titrage d'une solution de chlorure de sodium par une solution de nitrate d'argent. On obtient alors cette courbe de suivi conductimétrique. Faisons un rapide inventaire des ions présents, qui sont donnés par le nom des solutions. L'ion argent, Ag+, et l'ion nitrate, NO3-, sont dans la burette. L'ion sodium, Na+, et l'ion chlorure, Cl-, sont dans le bécher. La réaction de titrage mise en jeu est une réaction de précipitation où l'ion Ag+, et l'ion Cl- vont réagir pour donner le solide AgCl, qui est le chlorure d'argent. Comme tout à l'heure, nous avons deux espèces chargées qui vont disparaître pour donner une espèce qui ne l'est pas. Ce qui pourrait expliquer pourquoi la conductivité a tendance à diminuer. On voit cependant que cette conductivité ne diminue pas de manière aussi franche que tout à l'heure. Ici, chaque ion chlorure qui est consommé est remplacé par un ion nitrate qui a une conductivité moins élevée. Cependant, l'écart de conductivité entre ces deux anions est moins importante que l'écart de conductivité des ions de la situation de tout à l'heure. Ce qui explique pourquoi la pente n'est pas très importante. Cependant, la conductivité globale diminue quand même. Après l'équivalence, tous les ions chlorure ont été consommés. Les ions Ag+, et les ions NO3- vont donc s'accumuler dans le milieu à chaque ajout de solution titrante après l'équivalence. Comme ce sont des espèces chargées, cela explique pourquoi la conductivité globale augmente. Prenons un autre exemple, celui où on remarque que la conductivité augmente tout le temps, mais pas de la même manière. On observe une rupture de pente, mais pour deux droites croissantes. Ici, il s'agit du titrage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium. Au départ, dans la burette, il y a l'ion hydroxyde HO- et l'ion sodium Na+. Dans le bécher, il y a l'acide éthanoïque en solution aqueuse. L'équation de support de titrage est la suivante. Nous pouvons remarquer que l'un des réactifs est chargé. Il s'agit de l'ion hydroxyde, mais qu'il y a formation d'une espèce qui est chargée. Il s'agit de l'ion éthanoate. Contrairement aux deux cas précédents, nous avons formation d'une espèce qui est chargée. Tout au début du titrage, avant même que le titrage commence, on remarque que la conductivité est quasi nulle. Bon, entre parenthèses, elle n'est pas tout à fait nulle car l'acide est légèrement ionisé à cause de la présence d'eau. Mais tout ceci reste négligeable. Avant l'équivalence, à chaque ajout de solution titrante, l'ion hydroxyde va réagir avec l'acide éthanoïque. Il sera à chaque fois en défaut, tandis que l'acide éthanoïque sera en excès. On va également ajouter dans le milieu l'ion Na+, qui va avoir tendance à faire augmenter la conductivité du milieu, mais il va également y avoir la formation de l'ion éthanoate, CH3CO2-, qui lui aussi va contribuer à l'augmentation de la conductivité du milieu. Nous avons donc deux espèces qui vont contribuer à l'augmentation de la conductivité, ce qui signifie que la conductivité globale va augmenter. Après l'équivalence, on a changement de réactif limitant. Par conséquent, l'acide a été complètement consommé et les ions hydroxyde HO- continuent à s'accumuler dans le milieu à chaque ajout de solution titrante. Or, on a vu tout à l'heure que l'ion hydroxyde est un ion très conducteur. Par conséquent, la conductivité va augmenter de manière plus franche,
ce qui va engendrer une pente beaucoup plus importante pour la droite qui passe au plus près de tous les points après l'équivalence. Pour résumer, vous devez systématiquement faire l'inventaire de tous les ions qui interviennent dans le titrage, regarder avant l'équivalence ceux qui sont consommés et ceux qui s'accumulent, regarder après l'équivalence ceux qui s'accumulent. L'ensemble de ces informations vous permettra d'en déduire si la conductivité diminue, augmente, en fonction du volume de titrant versé.